Alors parlons maintenant de Montségur, que je vais vous faire visiter. Je vous signale que mes photos datent et sont d'une époque où le tourisme était, disons, un peu moins développé. Elles ont 40 ans, ces photos. Les choses maintenant ont changé. Bon, l'intérieur, pas tellement, mais disons, l'ambiance. Moi, j'ai connu Montségur avec l'auberge de Michel Coste, nous en parlerons tout à l'heure. Et l'ambiance n'était pas du tout la même. Beaucoup moins touristique, on va dire. Et beaucoup plus près, si vous voulez, beaucoup plus fréquenté par des gens qui cherchaient vraiment la vérité, par des gens qui vraiment avaient une autre mentalité qu'aujourd'hui. Donc ce château, dit château de Montségur, est effectivement un château, mais pas une forteresse, car on se rend très vite compte, si l'on est habitué un peu aux châteaux féodaux, que sur le plan militaire, il est vraiment nul, hein, très difficile à défendre en lui-même. C'est simplement sa situation qui fait que on considérait, enfin les bâtisseurs ont considéré non pas faire un château, mais faire en réalité une construction à la demande des Cathares, des Parfaits, une construction donc qui serait donc un lieu de rencontre, un lieu de prière, un temple pour les Cathares. Et effectivement, cet emplacement n'a pas été choisi au hasard, car il y en avait bien d'autres. Il y avait d'autres châteaux qui, eux, étaient beaucoup plus forteresses, beaucoup plus fortifiés, tels qu'Érébus et bien d'autres. Donc, ce château de Montségur s'est défendu vaillamment. Il a été défendu par donc des sergents d'armes et non pas par des Cathares, puisque les Cathares étaient non violents. Donc, ce n'est pas eux qui ont vraiment défendu le château. Ils ont subi ces attaques et ils ont fini sur le bûcher. Donc, à Montségur, la partie, disons, la plus défendue, c'est le donjon qui était donc réservé au seigneur de Montségur et à sa famille, mais également, je pense, la pièce en bas du donjon, le rez-de-chaussée, disons, dont vous allez voir la photo, avait quand même une construction tout à fait particulière et donc était utilisée également à des fins particulières, certainement des cérémonies d'initiation, peut-être le consolamentum pour certains, mais c'était aussi une pièce qui était dans l'obscurité, non pas totale, mais quand même très sombre. Il n'y avait que quelques pseudo-meurtrières, puisque ce n'était pas une pièce pour faire la guerre, c'était une pièce, comme je viens de le dire, d'initiation, de cérémonie. Et donc extérieurement, ce que l'on prend pour être des meurtrières sont simplement des ouvertures pour faire rentrer la lumière, pour voir clair à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, la construction de ce rez-de-chaussée du donjon est tout de même très particulière. C'est construit comme une cave voûtée, ce qui est quand même très étonnant, et donc éclairé uniquement par ces meurtrières que l'on aperçoit, dont l'une qui donne d'ailleurs sur la cour, et donc cette meurtrière qui normalement est éclairée le 21 juin. Mais il y a une chose quand même que je tiens à souligner, et qu'en général dont on ne parle pas trop. Si vous allez à Montségur, et donc je vais vous faire voir les photos, à l'intérieur du château, non pas du donjon évidemment, mais à l'intérieur de la cour en quelque sorte, du château, de l'espace, il y a beaucoup de roches qui ont été laissées, et ça on ne peut pas expliquer pourquoi, et personne ne s'est posé la question. À l'époque, ils étaient capables d'enlever ces roches, de les détruire, de les casser, de faire une place nette dans la cour. Donc si elles ont été laissées en place, c'est parce qu'effectivement, elles ont un caractère sacré qui date effectivement de l'ancien temple qui existait, qui était donc un temple solaire.
Donc, comme vous le voyez, au pied du donjon, il y a un amas de rochers qui est vraiment très gênant pour l'aménagement intérieur. Et puis également, donc un peu plus loin, sur le côté, nous avons une autre, une autre photo de notre ami Bernard et de mon fidèle chien. Donc vous voyez toutes ces roches qui sont quand même extrêmement imposantes et gênantes. À l'époque où j'ai pris ces photos, donc je l'ai dit, il y avait l'auberge Coste de Monsieur et Madame Coste, qui était donc le lieu de rendez-vous, le lieu de rencontre de tous les passionnés, de tous les chercheurs. Et Coste lui-même était un ancien entrepreneur de maçonnerie et il avait donc participé à la restauration de du château de Montségur. Et étant passionné, est-ce qu'il l'est devenu au cours de ses travaux? C'est très vraisemblable. Eh bien, lui-même avait réfléchi, avait mesuré, etc. Et pour trouver des dimensions particulières, pour comprendre à quoi pouvaient servir justement toutes ces fameuses meurtrières, toute cette orientation, c'était donc réellement un passionné de Montségur, du château de Montségur. Donc ce fameux château, eh bien contrairement à ce qu'on nous dit, il n'a pas été reconstruit. Bon, il a été certainement restauré après les batailles qui ont eu lieu à ce moment-là, pendant le siège. Il y a eu en particulier une pierrière qui a été installée, un engin donc pour lancer d'énormes boulets de pierre, pour un peu démoraliser les assiégés. Cette action a été menée par des montagnards basques qui, eux, étaient habitués à la montagne, donc qui ont réussi à passer par des chemins extrêmement escarpés, extrêmement dangereux, pour monter cette pierrière. Et donc ça a été là le commencement de la fin du siège de Montségur, car effectivement à ce moment-là, eh bien, ils se sont rendus compte que la situation devenait intenable, d'autant plus que, à la suite certainement d'une trahison, une importante troupe a réussi à monter pratiquement jusqu'aux alentours du château, où il y avait des listes donc de protection, et donc ils sont réussi à pénétrer dans ces listes, et donc des combats extrêmement importants ont eu lieu, et ces combats, donc, c'est ce qui a amené donc la reddition de Montségur. Voilà. Donc ce château, en réalité, était un château entouré de cabanes, peut-être de quelques maisons, et non pas du tout comme on nous le fait voir dans, dans les reconstitutions 3D. Je ris parce que vraiment, quand on voit ça et qu'on connaît Montségur, on se dit que vraiment, il faut vraiment rêver pour inventer une chose pareille. Donc le château, entouré donc de quelques constructions, puisqu'il ne pouvait pas suffisamment avoir de place, il n'y avait pas suffisamment de place pour tous les parfaits cathares, enfin tous ceux qui voulaient adhérer à la religion cathare, qui étaient quand même assez nombreux, et donc il y avait tout autour des petites constructions, mais pas des grandes maisons, pas un village comme on nous le fait voir, puisque même dans les rapports, enfin ce qui a été écrit dans les interrogatoires, on nous raconte que certains sergents d'armes sont morts, enfin ont été à l'agonie dans leur cabane, on dit bien, et non pas dans leur maison. Et donc, ce qui prouve bien qu'il n'y avait pas un village là. S'il y avait eu un village, de toute façon, on aurait retrouvé un cimetière. Et à ce jour, eh bien justement, il n'y a aucun cimetière qui a été retrouvé. Et pourtant, il doit bien y en avoir un, parce que pendant justement le siège de Montségur, il y a eu des hommes de tués, des combattants, il y a eu des malades, il y a eu donc eu des morts, et ces gens-là n'ont pas été descendus, puisqu'ils étaient assiégés. Ils ont donc été enterrés sur place, mais on ne sait pas où. Peut-être, c'est une hypothèse de certains, peut-être y a-t-il un cimetière souterrain.
il y a l'hypothèse qu'il y aurait eu effectivement des souterrains. Pour l'instant, personne n'a réussi à les trouver. Et ces souterrains ont bien dû exister parce que justement, après la reddition, dans un interrogatoire, il a été reconnu que le trésor de Montségur a donc été enlevé la veille ou l'avant-veille de la reddition de Montségur par Amélie Écart, Poitevin et 2 autres cathares. Donc, et textuellement on nous dit ils furent cachés sous terre. Donc cela évoque bien un souterrain. Et maintenant, eh bien, il est temps de vous parler de ce que j'ai vécu à Montségur, en compagnie donc de quelques amis que j'avais autour de moi à ce moment-là, qui eux-mêmes étaient curieux et voulaient connaître un peu l'aventure. Cette aventure, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais vous faire voir ce que l'on appelle le poème de Montségur. Ce poème de Montségur qui nous a été transmis donc par un ami de l'époque qui s'appelle Guy Tarade. N'étant pas suffisamment technicien, je n'ai pas pu vous faire une meilleure vue que cette image. Donc je vais vous lire les points les plus importants de ce poème. Le secret de la rose vaut bien quelques épines. Ne plains pas tes efforts, sachant courber l'échine. Ne sois jamais la proie du découragement. Rien ne vient ni avant ni après que son temps. Et pour le retrouver, il faudra 700 ans. N'oublie pas, compagnon, la rose est ta compagne. Poitevin le maçon m'a parlé d'une rose, rose toujours fermée, rose jamais éclose, cachée à Montségur, et que tous les 4 ans, on peut au mois de mai découvrir simplement. Quand le soleil levant fera s'enfuir le voile, ami, prends alors ton compas, prends aussi ton équerre, ton fil, et n'oublie pas de chasser de ton cœur les ennuis, la rancune, sois serein face au ciel, afin qu'Isis la brune puisse enlever pour toi les voiles de sa nuit. À partir de ce point, tu tires un trait tout droit de 2 mètres environ en direction de Foix. Ce poème nous a donc été transmis par Guy Tarade, un grand ami de l'époque, qui nous a apporté beaucoup, qui nous a mis sur la voie. Il faisait des conférences suite au voyage qu'il organisait en Égypte, en Amérique du Sud, et donc c'était passionnant. Et c'est lui qui nous a donc mis sur la voie, entre autres sur celle donc de Montségur. Il nous a transmis ce poème et nous a donc incité à aller voir là-bas ce qui s'y passait et ce que nous pourrions éventuellement découvrir et comprendre. Nous sommes donc partis à Montségur. Nous avons donc été chez Monsieur Coste, l'auberge donc, qui était toujours extrêmement sympathique, une ambiance vraiment extraordinaire, qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut trouver maintenant à Montségur, qui est beaucoup plus touristique maintenant, alors qu'à l'époque, Montségur était fréquenté par des gens concernés par Montségur, beaucoup, et qui tous, évidemment, logeaient à l'auberge de Monsieur Coste, car Monsieur Coste lui-même était un grand spécialiste de ce château de Montségur qu'il avait aidé à restaurer, enfin qu'il avait participé, il était entrepreneur, et donc ce qui lui avait lui ouvert la voie vers la recherche et la compréhension du château de Montségur au travers des mesures qu'il prenait, des dimensions qui lui semblaient intéressantes, etc., des orientations. Voilà. Donc nous sommes partis en direction de Montségur un beau soir pour passer la nuit à Montségur. D'ailleurs, Monsieur Coste nous avait dit que nous étions un peu fous, ce qui était vrai, nous étions un peu fous à l'époque, mais nous étions beaucoup plus jeunes. Enfin, j'étais beaucoup plus jeune. Et donc voilà. Donc arrivé devant le château de Montségur, eh bien, nous avons eu
déjà notre première manifestation. Eh bien, si vous voulez connaître la suite donc de ces manifestations, de toutes les choses étranges qui nous sont arrivées, étranges mais merveilleuses, eh bien, il y aura la suite après cette vidéo, la suite et la fin d'ailleurs de cette série